si j'ai accepté cette mission parce que je crois sincèrement, profondément, j'allais dire presque émotionnellement, à l'idée suivante. Je pense que l'amitié entre l'Algérie et la France n'est pas d'une option aléatoire et vacillante. C'est une nécessité humaine, morale, culturelle, économique, préparatrice. En un mot, une nécessité essentielle. L'histoire entre la France et l'Algérie est une histoire blessée. Elle est faite de domination, de violence, d'humiliation, mais aussi de lutte, de résistance, de destins mêlés, de familles construites entre les deux rives, de projets économiques et culturels communs, de partenariats et de réussites, trop souvent occultés ou méconnus. On en a eu encore l'exemple tout à l'heure avec les réalisations économiques que vous avez citées. Je voudrais aussi citer la présence des médecins dans les hôpitaux français. Beaucoup ne pourraient même plus fonctionner si ceux-ci arrêtaient de travailler. On m'a fait hier même le récit, assez poignant d'ailleurs, d'un médecin en 5e année de médecine tunisien qui travaillait dans les urgences. Il était auprès des malades. On lui apporte un courrier. Il ouvre ce courrier et on lui dit, il pense que c'est le renouvellement de son visa. Il ouvre son courrier au QTF. Oh non. Alors, cette question, c'est pourquoi il y a un lien entre ceci et cela. C'est-à-dire, c'est pourquoi la question mémorielle me paraît importante. Et j'ai une nuance de ce point de vue avec mon ami Arnaud. Et c'est bien qu'il y ait des nuances. C'est ce qui fait justement la richesse des réflexions. Et peut-être que si j'ai cette nuance à cause d'une histoire personnelle, parce que j'ai vu mon père partir à la guerre d'Algérie. Je l'ai vu physiquement, je m'en souviens. Nous étions à Chalon-sur-Marne, dans une ville de garnison, comme on disait. Et comme on était une famille de 8 enfants, il n'y avait pas beaucoup de meubles à la maison dans ces villes de garnison, donc il y avait des cantines militaires. Et je me souviens, on était déjà 4 enfants, donc alignés tous les 4, là petits, assis sur une cantine et voir mon père partir. Puis après, je l'ai vu et au fur et à mesure des années, j'ai compris aussi les traumatismes. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire lors d'une émission de télévision, je n'ai jamais entendu mon père dire... D'abord, j'ai ressenti en lui un profond attachement pour l'Algérie. Je n'ai jamais entendu mon père dire le moindre mot contre les combattants qu'il avait en face, de lui. Jamais. Donc il y avait aussi un respect, je pense, un traumatisme. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que après j'étais députée des Deux-Sèvres et j'ai réentendu parler de la guerre d'Algérie. Ça m'a beaucoup marqué parce que c'était les maires, les élus locaux. Et souvent, dans les drames que l'on vit, vous savez, on met toute une génération pour en parler. Et il y avait une réunion des anciens d'Alger, c'était à l'époque des jeunes appelés. Ils avaient 20 ans, ils avaient été prélevés sur les contingents des jeunes appelés. Ils se réunissaient et ils étaient d'une tristesse. Et comme ils avaient appris que mon père avait fait la guerre d'Algérie, ils m'avaient invité. Et je les ai vus pleurer de ce qu'on les avait contraints à faire pendant cette guerre d'Algérie. Et c'est pour ça, pour moi, la question mémorielle me paraît importante. Ce ne doit jamais être un champ d'exploitation politicienne ou de falsification de l'histoire. Comme je l'ai dit déjà, à ceux qui voulaient inscrire dans une loi les bienfaits de la colonisation. Car une telle loi serait incompatible avec une République française qui a inscrit à son fronton la liberté, l'égalité et la fraternité. Je me suis à ce moment-là farouchement opposée à ce projet législatif. Et puis je suis allée à Dakar, à un autre moment de ma vie politique, il n'y a pas très longtemps, pour excuser le discours indigne de celui qui avait déclamé au même endroit à Dakar. En plus, c'est mon pays natal, c'est ma ville natale. Donc je me devais d'y aller. Donc je me suis excusée devant les Sénégalais contre ce discours indigne, disais-je, de celui qui avait déclamé que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Alors même que notre ancêtre commune, Lucie, est en Éthiopie. Et je l'ai même rencontré,
en quelque sorte, avec les chercheurs. Donc, il y aura toujours des postures politiques, des provocations, des discours qui déchirent au lieu de relier. Et c'est une faute grave envers nos diasporas, nos jeunesses. C'est une faute envers la Méditerranée, qui est un berceau de civilisation, au pluriel, de culture et de destin partagés, de civilisation au pluriel, superposée, comme écrivait Fernand Braudel, je préfère dire entrelacée. Et l'amitié réparée entre nos pays, nos peuples, l'apaisement des relations doit se réaliser. Nous le devons aux forces vives de nos deux pays. Nous le devons à la jeunesse. Elle est une condition de la consolation. Il n'y a pas de résilience sans consolation. J'écris tout un livre là-dessus, Résilience française. Il n'y a pas de résilience sans consolation. Donc, nous avons besoin de cette consolation pour libérer, paradoxalement, c'est la résilience, pour libérer les envies de construire, de créer, de comprendre, d'inventer, bref, d'être heureux. Abattre les murs pour construire des passerelles de savoir et de respect par le dialogue entre étudiants, par exemple, je l'ai évoqué, qui souffrent aujourd'hui du problème des visas en cours d'études, par les entrepreneurs, comme nous allons encore le faire tout à l'heure dans cette suite de table ronde, entre chercheurs, entre artistes, entre créateurs comme ce matin. Donc cette association est une œuvre collective qui repose sur des femmes et des hommes engagés depuis des années, toujours avec fidélité à l'idée de réconciliation. Et je ferai tout ce que je peux pour que l'on puisse avancer sur ce difficile problème de la mémoire. Je voudrais vous dire que je n'accepte pas le concept de rente mémorielle, parce que c'est une manière commode de délégitimer la parole des blessés de l'histoire. La mémoire des violences coloniales n'est pas un calcul ou un intérêt, c'est un droit de reconnaissance de faits établis et documentés. Certaines blessures, les crimes de la colonisation n'ont pas été nommés totalement, ni réparés, ni excusés. Eh bien, elles doivent l'être par la France, comme l'ont fait d'autres pays. Et comme l'a réclamé déjà Aimé Césaire. Et alors, pourquoi la France refuserait-elle de le faire? Puisque c'est un auteur français, Aimé Césaire, qui a tellement bien conceptualisé la colonisation. Je connais bien Aimé Césaire. Je l'avais choisi comme président de mon comité de soutien pour l'élection présidentielle de 2007. Donc, je connais bien la lettre sur la colonisation. Je l'avais même mis lorsque j'étais ministre de l'enseignement scolaire au programme des collégiens. Aimé Césaire qui a tellement dit un mot suffit, l'ensauvagement que représente la colonisation. Eh bien, c'est cette reconnaissance qui permettra la résilience complète et la libération vers la création, la projection vers de projets communs, joyeux et enthousiasmants. Car la mémoire n'est pas non plus une assignation à vie. Ce n'est pas une culpabilité héréditaire. C'est plus que cela, c'est un socle commun sur lequel on peut construire le plus jamais cela. Et bien sûr, je le dis depuis longtemps, pour tout le continent africain, la première de ces réparations et la première de ces excuses, c'est tellement évident et on se demande pourquoi ça n'est toujours pas fait, c'est la restitution des biens culturels et des archives. J'étais encore, il y a peu de temps, à Dakar. Je rencontrais le nouveau président de la République. Il m'a dit, mais aidez-moi à retrouver des archives sur les tirailleurs sénégalais. Je suis allé, à la suite de cette visite, réclamer au ministère de la Défense des archives sur les tirailleurs sénégalais. Comment se fait-il qu'on n'ait toujours pas restitué ces archives? C'est pareil pour l'Algérie. Il faut tout restituer. Il faut tout rendre. Et alors, on s'interroge sur les coûts budgétaires de telle ou telle action. Ça ne coûte rien. Et pourtant, ça n'est pas fait.
Eh bien, moi, je pense qu'il faut le faire, et rapidement. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir à la tête de cette association pour soutenir celles et ceux qui agissent dans cette direction. Il y a d'ailleurs ici présent le président du cercle Abdelkader. Et il se trouve, Monsieur le Président, que hier, j'étais en contact avec le musée de Chantilly, donc j'aurai demain au téléphone la conservatrice, alors que je voudrais bien sûr que tous les objets qui sont réclamés depuis longtemps par l'Algérie, cette figure majeure de la résistance algérienne du 19e siècle, l'émir Abdelkader, que ces objets puissent être restitués. Ils sont déposés dans plusieurs institutions, mais essentiellement là, sa tente, son sabre, son fusil, son Coran, et d'autres objets conservés par plusieurs institutions. Et que dire aussi, M. Michel, c'était Jean-Yves Texier, où est-il? On avait un petit débat tout à l'heure là, il me disait, mais comment se fait-il que le canon Baba Merzoug, pris en 1830 et installé à Brest, ne soit toujours pas restitué? Il veut voir ça avec le maire de Brest, pour que ce soit fait dans les meilleurs délais. Et bien sûr, plus tragiquement, la totalité des dépouilles des résistants algériens et des crânes, au-delà de ces quelques unités qui ont été chichement rendues. Il y a également, et j'y tiens particulièrement en tant qu'ancienne ministre de l'Énergie, je m'étais déjà penchée sur cette question, la transmission des archives sur les essais nucléaires dans le Sahara, fait entre les années 60 et 66, et sur leurs conséquences, que soient mises à jour toutes les conséquences, notamment les contaminations et les conditions de la dépollution de ce territoire. Et d'ailleurs, dans la continuité de ce que vous disiez, voilà une belle opportunité de développer des entreprises sur le secteur énergétique et sur le secteur de la transition énergétique et de la propreté environnementale. Et c'est là où on devrait mobiliser les meilleurs spécialistes sur la dépollution, sur la dépollution des productions nucléaires, puisque dans le monde entier, il y a des chantiers de dépollution à conduire. Donc vous voyez qu'à partir d'une opportunité, d'une réparation, on peut avoir un débouché économique, un débouché en savoir-faire, un débouché en excellence, et qui rendra service au monde entier, tout en créant des activités, des emplois et du chiffre d'affaires. C'est ça qui est formidable dans cette réconciliation, au fond de la mémoire et de la dynamique économique. Et puis je voulais vous dire aussi que c'est une belle histoire que de s'inscrire dans la lignée de Germaine Tillon. Je me demandais pour vous projette justement le petit livre qui a été publié par l'association. Ah d'accord. Cet ethnologue bien connu, qui est resté longtemps dans les Aurès, qui s'est passionné d'abord pour la vie locale, qui n'a pas fait de discours, elle s'est tue, elle a regardé, elle a écouté et elle a observé. Et c'est pour ça qu'elle a écrit, qu'elle a compris très tôt les dégâts produits par ce qu'elle appelait la dépossession coloniale. Formidable, de courage de ce qu'elle a écrit, de ce qu'elle a dit. Elle est l'une des rares à avoir condamné sans ambiguïté la torture pendant la guerre, qu'elle a qualifiée, je la cite, de déshonneur moral pour la France. Elle n'a pas été assez entendue ni enseignée, Germaine Tillon. Elle n'a pas été assez écoutée, car trop souvent, les paroles de femmes sont secondaires et marginales, surtout lorsqu'elles dérangent. Elle savait dire non parce qu'elle savait dans sa chair ce que veut dire la violence institutionnalisée, car ne l'oublions pas, elle était résistante, déportée, survivante du camp de Ravensbrück, et elle est aujourd'hui au Panthéon. Et elle savait construire, parce qu'après elle a été chargée de mission auprès du gouverneur d'Alger. Je me suis dit quand même, si elle avait été un homme, elle aurait été le gouverneur d'Alger. Mais bien sûr, elle a été donc chargée de mission auprès du gouverneur d'Alger. Elle avait obtenu difficilement l'autorisation de construire des centres sociaux. C'était quand même extrêmement moderne. Elle avait vu l'organisation de la dépossession, comme je viens de le dire. Elle avait vu l'organisation de la misère et de la faim. Et elle s'était dit, mais comment se fait-il que l'on puisse traiter différemment ces deux populations? Donc, pour compenser, elle avait imaginé de créer, vous vous rendez compte, des centres sociaux qui intégraient des écoles, qui intégraient les services, qui intégraient le développement de l'agriculture, etc. On lui avait
Bon, oui, c'était des histoires de bonne fin, oui, tu as qu'à t'en occuper. Mais si elle avait été gouverneure d'Alger, on peut se dire, on a la légitimité de se dire que peut-être l'histoire suivante n'aurait pas été la même. Et donc cette leçon-là, il ne faut pas l'oublier pour que, en effet, comme elle le disait, plus jamais ça. Elle savait mieux que quiconque que la mémoire oblige, que la mémoire élève et que la mémoire promet de construire le futur. Et donc, on l'a entendu ce matin, tout à l'heure, dans les brillantes interventions sur le développement économique, la relation entre l'Algérie et la France peut devenir, j'en suis certaine, créatrice, enthousiasmante, avec les générations qui vivent passionnément, qui créent, qui innovent, avec les entreprises qui coopèrent. Une relation gagnante, une relation énergique, une relation volontaire sur les deux rives, dans bien des domaines. L'entrepreneuriat, l'agriculture, la santé, le numérique, les énergies renouvelables. Je reprends ce que vous avez dit, hein, les industries vertes, la décarbonation, tout ce que je connais tellement bien en tant que présidente de la COP 21. Et tout ce qui devrait aller beaucoup plus vite. C'est vrai qu'il y a des perspectives de développement considérables. L'habitat, le tourisme, l'eau, le traitement des déchets, le transport et bien d'autres encore. La Chambre de commerce France-Algérie, son président, Michel Mussac, que je citais tout à l'heure, il est particulièrement engagé. Je voudrais ici l'en féliciter et lui dire chaque fois que je pourrai être utile, je le ferai. Le président du CREA, Kamel Moula, que j'ai eu au téléphone, aussi avec lequel j'ai échangé, aussi très engagé et prêt vraiment à soutenir toutes ces actions. Eh bien, ce que je voudrais vous dire, c'est que je suis totalement mobilisée à vos côtés pour soutenir et pour mettre en valeur toutes ces initiatives que vous voudriez tellement voir aller beaucoup plus vite, et surtout pour leur donner de la visibilité, pour donner envie, d'abord pour donner une autre image plus réelle de ce qu'est aujourd'hui le développement économique de l'Algérie, et surtout pour montrer aussi aux jeunes Français qu'il y a un potentiel considérable et que les mouvements ne se font pas que dans un sens, mais bien évidemment dans les deux sens de ces deux côtés de la Méditerranée. Voilà, pour terminer, je voudrais partager avec vous cette belle petite phrase de Kadeb Yassine. L'avenir n'est pas à attendre, il est à prendre. Alors, merci Madame la Présidente.